une technologie qui s'appelle Xtext et qui a trait à en fait tout le domaine des DSL. Donc c'est pas un cours sur les DSL, mais c'est plutôt pour montrer comment Xtext intervient dans cette problématique. Donc on va le découper en plusieurs parties. Une partie qui est justement de dire quelles sont les problématiques qu'on rencontre quand on est dans le monde des DSL et justement qu'est-ce que Xtext va nous permettre de faire par rapport à ça. Et puis on fera un ensemble d'exercices jusqu'à aborder la problématique de créer justement un DSL pour un outil qui s'appelle EasyPack. Bon, en présentation rapide, donc je m'appelle Jeff Maury, je suis architecte Java et je suis responsable de l'offre Java chez un éditeur qui s'appelle Syspertech. Et dans ce cadre-là, j'ai utilisé Xtext pour développer un outil de développement dans cette société, donc ce qui me permet d'avoir un retour d'expérience assez important. Alors, qu'est-ce que c'est les DSL? Bon, vous avez tous sans doute entendu parler. C'est en fait un domaine qui vit, un langage qui vise un domaine particulier et dont le but est en fait d'être adopté par la population la plus grande et c'est généralement très orienté métier. Donc le principe, c'est qu'on veut représenter des concepts métiers assez simplement et on va en fait définir un langage qui va nous permettre d'exprimer ces besoins métiers. Et donc, comme on se rapproche du métier, finalement, la problématique qu'on a, c'est qu'on n'a pas un besoin de formation intense, c'est-à-dire qu'on ne va pas, sur un besoin métier, calquer un domaine très technique. On va essayer en définissant finalement ce langage, de coller au plus au métier, et donc du coup, la formation est réduite au minimum. Maintenant, définir le DSL, ça ne suffit pas, parce que généralement, qu'est-ce qu'on veut? On veut régler un problème métier. Et derrière, si on veut définir un moteur si je prends un exemple, un moteur de règles ou n'importe quoi, il y a effectivement la façon dont on va exprimer le besoin métier, donc ça c'est le DSL. Maintenant, il faut, une fois qu'on a fait ça, il faut faire le lien avec l'implémentation. Et donc là, on va dire, derrière, il faut qu'on fasse le lien avec un moteur de règles, avec un moteur VPEL, etc. Et c'est là où on a une problématique, c'est que ce lien-là, soit on a derrière des gros projets qui vont finalement implémenter ce langage, c'est souvent assez problématique, puisque naturellement, on va enrichir en fonction des besoins, c'est un environnement qui est très dynamique. Et généralement, ce qu'on veut, c'est que finalement le chemin entre l'implémentation et puis la définition de ce langage, il doit être le plus court possible, puisque naturellement, on a ce qu'on appelle le fameux time to market qui nous fait pression. Donc, il y a un point commun, c'est en fait, il faut être le plus productif possible, à la fois dans la définition du DSL, mais dans l'implémentation. Alors, Xtext, justement, il va permettre d'aborder un certain nombre de sujets. Donc déjà, rapidement, qu'est-ce que c'est Xtext? Xtext, c'est un projet de la fondation Eclipse. Originalement, d'ailleurs, c'était un projet qui venait d'une autre organisation, mais qui a été repris par la fondation Eclipse, qui est soutenu par une société allemande qui s'appelle Itemis. Et en gros, c'est un toolkit, on va voir comment ça fonctionne, mais c'est un toolkit pour les éditeurs de DSL. Et on verra que c'est un écosystème complet, c'est-à-dire qu'au-dessus de Xtext, il y a tout un ensemble de choses qui sont faites. Alors le principe très résumé, le principe de Xtext, c'est vous allez définir votre grammaire. Vous allez définir votre langage avec une grammaire. C'est une grammaire qui est assez proche d'un outil que vous devez connaître qui s'appelle Anteller. Avec un certain nombre de valeurs ajoutées qu'on va voir tout à l'heure. Et à partir de ça, il va vous générer en fait tout un environnement qui naturellement va tourner dans Eclipse. Principalement, en fait, c'est un éditeur qui va vous permettre de faire finalement de taper votre langage et d'avoir un certain nombre de goodies par rapport à ça. Donc déjà, ça règle toute une partie, c'est que vous allez pouvoir proposer aux gens qui vont manipuler ça, vous allez pouvoir proposer un environnement d'autoring qui est assez complet. Alors, en termes d'implémentation, il y a, non seulement on a parlé d'Anteller au niveau de la grammaire, il y a en fait le problème c'est qu'il faut représenter finalement
l'information qui est dans votre langage sous un modèle. Et là, ce qui a été adopté par Xtext, c'est de s'appuyer sur EMF, hein, qui est un modèle de représentation de données, qui est aussi un modèle qui est poussé par la Fondation Eclipse. Sachant que la partie runtime est relativement indépendante, c'est-à-dire que vous pouvez derrière utiliser ça pour parser un élément de cette grammaire, et c'est indépendant d'Eclipse. On verra qu'il y a une autre partie qui est plus liée à l'Eclipse. Donc la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle un éditeur, hein, c'est-à-dire que c'est un environnement dans lequel vous allez pouvoir taper votre DSL. Le principe, c'est un éditeur générique, hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous générer un éditeur pour votre grammaire, mais c'est un éditeur générique, mais qui va être customisé, et naturellement qui va prendre en compte la grammaire et qui va en fait avoir des comportements qui est lié à votre grammaire. Ce qui est important, c'est que en fait, donc le texte du document, ça s'appelle pas Xtext pour rien, hein, donc le document que vous allez faire, c'est un document de type texte, mais il va être capable automatiquement de synchroniser avec un modèle EMF. Et derrière, il y a tout un ensemble de goodies qui vont s'appuyer sur ce modèle EMF et qui vont vous permettre de faire des choses assez simples. Alors, il y a un certain nombre de services qui sont associés à ça. On en a parlé un, c'est la validation, mais il y en a tout un ensemble. Et c'est customisé dans l'éditeur qui est générique, donc on va venir injecter tout un ensemble de services, dont certains seront customisés par vous-même. Il y en a qui sont générés de base, et ils vont être injectés via le moteur d'injection de Google qui s'appelle Juice. Alors si on regarde en gros la picture globale, vous avez en bas l'environnement Eclipse, vous avez le framework EMF pour la représentation des données, vous avez le parseur en TLR, et puis je vous ai dit qu'il y avait une notion d'écosystème, donc il y a aussi un bridge avec tout l'environnement Java. Donc ça c'est principalement pour ceux qui veulent faire des langages alternatifs sur Java. Il y a la possibilité de manipuler du modèle des types Java, de définir ses propres types, etc. Alors là, vous avez ici l'ensemble en gros, pas tous, mais l'ensemble des services qui sont proposés. Alors le Content Assist, ça c'est le truc le plus simple, hein, c'est-à-dire qu'en gros, vous définissez votre grammaire, le mec qui se trouve dans le texte, il ne connaît pas bien, vous allez l'aider dans la saisie des informations. À chaque fois, l'éditeur, lui, comme il connaît la grammaire, parce en gros, on lui a injecté la grammaire, il sait où se trouve l'utilisateur dans le document, et il va être capable de vous fournir la bonne aide par rapport au contexte. Donc ça, on verra une illustration. Vous avez des phénomènes de validation, c'est-à-dire que là, le Content Assist de base, ça travaille sur la syntaxe de votre grammaire. Maintenant, des fois, il y a des contraintes un peu plus compliquées. Donc vous allez pouvoir, vous, mettre des contraintes sur les informations que l'utilisateur peut mettre. Associé à la validation, on a du quick fix, c'est-à-dire que si le mec a fait une erreur, on va être capable de lui proposer une correction automatisée. Il y a du syntax coloring, ça c'est pour faire chaud. Il y a du code folding, donc si vous avez des blocs, l'éditeur va vous proposer du code folding. Et puis des templates proposals, c'est-à-dire que si vous avez une série d'instructions dans votre grammaire, l'utilisateur va pouvoir créer ses propres templates et les utiliser et qui vont se retrouver dans le Content Assist. On verra une petite démonstration. Donc une fois qu'on a ça, là on a un outil pour définir un certain nombre d'éléments par rapport à votre grammaire, mais c'est pas tout, parce qu'on n'a toujours pas fait le bridge avec l'implémentation. Donc à partir d'une fois que l'utilisateur a créé son document, qui est conforme à votre grammaire, on va pouvoir rajouter un générateur qui lui va, ça c'est au moment où vous allez définir votre environnement, vous allez dire, moi, à partir de ça, je génère un document XML, je génère une classe Java, enfin peu importe. Et ça, vous allez pouvoir créer un générateur. Et il s'appuie sur le modèle EMF, c'est-à-dire qu'il va récupérer le modèle EMF qui a été extrait du document, puis après, vous avez toutes les informations pour générer. Et il y a en fait un langage alternatif qui est aussi poussé, donc ça qui fait partie de l'écosystème de Xtext, qui s'appelle Xtend. Qui vous permet de générer assez simplement la notion de template, puisque là on va se retrouver dans une notion de template. Alors on va faire une première démonstration. Donc on va se retrouver dans Eclipse. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau projet. Alors, je vais aller sur le bas, ou à Xtext.
Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Non, je crois qu'on l'a faite, non? Voilà, c'est mieux. Donc là, je suis sur un projet Xtext. Voilà, donc bon, je vais donner un nom à mon projet. Alors là, j'ai un identifiant de mon langage. Donc généralement, bon, il est de bonne pratique, sauf qu'il me met une petite contrainte pour le machin. Et puis là, c'est l'extension des fichiers que je vais pouvoir créer avec cet éditeur. Donc je vais mettre des mots 1. Et là, je fais infini. Donc vous voyez que là, j'ai en fait 3 projets qui ont été créés. J'ai le projet qui correspond plus à la partie runtime, dans lequel j'ai ma grammaire, et puis je vais retrouver un certain nombre d'éléments. Alors là, c'est vierge parce que rien n'a été généré. J'ai un deuxième qui concerne plus la partie interface utilisateur, donc tout ce qui est propre à l'éditeur. Et puis il me génère aussi un projet de test. Donc là, si je veux faire des tests unitaires, j'ai toute une infrastructure qui est pas hyper développée, mais qui permet quand même de le faire. Donc ici, j'ai ma grammaire. Donc en fait, une grammaire peut dériver d'une autre grammaire. Donc Xtext propose une grammaire standard. Bon, en gros, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est les fameux trucs classiques, donc les chaînes de caractères, un entier, un identificateur, etc. Donc que je vais pouvoir utiliser dans ma grammaire. Et puis ici, je définis en fait la syntaxe. Donc je dis, alors le principe, c'est que la première production, c'est ce qui va déterminer le type que vous allez manipuler dans l'éditeur. Donc là, je dis, j'ai un modèle. Et puis un modèle, il comporte plusieurs greetings, et puis je définis comme ça un greeting, etc. Donc là, je vais aller chercher une grammaire existante. Voilà. Je vais revenir dans Eclipse. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une grammaire qui est pas très compliquée, qui simule en fait un environnement dans lequel on va définir une règle de calcul de ratio à partir d'une catégorie. Donc en fait, je peux définir des catégories, et puis je vais définir une règle. Donc la catégorie, c'est rien, c'est juste une catégorie et puis un nom. Et puis derrière, je vais définir une règle. Donc une règle, c'est une expression suivant éventuellement d'une autre expression. Vous voyez qu'une expression, c'est un if avec une expression et un zen. Et dans l'expression, je vais dire la catégorie c'est, et puis je vais donner la catégorie. Alors là, vous avez une première feature qui est assez importante, c'est ce qu'on appelle des cross-références. C'est-à-dire que moi, je vais en fait dans le texte, je vais taper le nom de la catégorie, mais dans mon modèle, c'est une cross-référence vers une catégorie que je vais définir. Bon, voilà, ça c'est une chose très simple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? La première chose qu'on va lui dire, c'est on va lui dire, maintenant tu vas me générer l'ensemble des choses. Voilà, donc je vais lui dire, tu vas me générer les artefacts. Donc là, il va commencer à faire une génération. Et puis, donc la première fois, il doit aller chercher, pour des raisons de licence, il doit aller chercher un générateur. Donc je vais lui faire yes. Si on est bien connecté, il va bien le chercher. Voilà. Donc vous voyez que là, maintenant, mes projets se sont remplis. Et j'ai un certain nombre de services qui sont définis, qui me sont proposés. Par exemple, l'informateur, le fameux générateur, la validation. Et puis, sachant qu'il y a du code généré, donc il y a une bonne séparation entre ce que vous customez vous et ce qui est généré en standard. Donc généralement,
il ne faut jamais modifier un source qui est dans srcgen, puisque à chaque fois que vous allez modifier votre grammaire, il faut relancer la gène, et ça va écraser ce qu'il y avait dedans. Par contre, vous allez pouvoir surcharger un certain nombre de choses. Donc on va faire un premier test ici. Donc je vais relancer un Eclipse qui maintenant a ses plugins. Oui, ça c'est pas grave, parce que c'est l'autre éditeur, donc il ne le trouve pas. Voilà, donc ça c'est un petit exemple que j'ai fait. Alors pour l'instant je vais le supprimer. Et puis voilà, je suis dans mon éditeur, donc j'ai créé un fichier démo 1. Rappelez-vous, quand j'ai créé mon projet, j'ai dit que c'était par rapport à une extension. Donc je suis dans mon éditeur, et puis supposons que je ne connaisse pas bien, donc je vais utiliser le Content Assist. Donc le Content Assist, lui, il connaît la grammaire, il sait que par définition, ça commence par une catégorie, puisque j'avais dit qu'il y avait au moins une catégorie dans ma grammaire. Et puis derrière, qu'est-ce que je fais? Il me dit derrière, il faut que tu donnes un nom à la catégorie. Donc je vais faire adulte. Après, je vais continuer. Donc là, maintenant, soit j'ai une catégorie, soit je continue sur les catégories, soit j'écris mon expression. Donc je vais mettre senior. Je vais rajouter une catégorie junior. Bon, puis maintenant, j'ai dit OK, ça suffit avec catégorie. Donc je vais taper mon expression. Donc là, bon, il n'y a pas d'alternative possible, donc il me tape aussitôt. Et puis là, derrière, il faut que je donne la catégorie. Donc vous voyez que là, il va me proposer un Content Assist. Comme c'est une cross-référence, lui, il va être capable de retrouver en fait toutes les catégories qu'on a définies dans le document. Et il va me dire, voilà, toi, soit tu peux choisir une catégorie adulte, soit une catégorie junior ou une catégorie senior. Voilà. Et puis, un autre truc aussi qui est sympathique, c'est qu'il y a la notion de commentaire en standard. Alors, je vais mettre un junior à moins de 18 ans. Et ici, vous voyez qu'en même temps que la... Tiens, voilà, j'ai à chaque fois que je vais sur un élément, j'ai une information qui est la documentation qui est générée automatiquement, et vous voyez qu'il reprend automatiquement les commentaires. Alors naturellement, on peut même mettre du code HTML dans les commentaires, et ça permet éventuellement d'avoir des liens. Bon, je reprends mon exemple. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? En fait, je vais reprendre ça. Alors, j'ai une autre fonctionnalité, c'est vous avez tout ce qui est refactoring, tout ce qu'on retrouve dans les éditeurs classiques. Donc, imaginons que ici, je suis sur Senior. Je vais lui dire, tiens, je vais le renommer. Donc, on retrouve le truc classique. Donc, je vais le renommer en Senior en majuscule. Ça, c'est pour la deuxième partie du document. Et vous voyez qu'il a, non seulement il m'a renommé la partie où j'étais, mais comme c'est une cross-référence, il m'a renommé l'élément correspondant. De la même manière ici, je peux faire un goto. Donc je vais aller dans Open Déclaration, et il me retrouve l'élément qui était à l'origine. Alors là, je vais rechanger, c'est-à-dire que celui-là, je vais le renommer en adulte. Et puis, voilà. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vous ai dit, il y avait une partie... donc vous avez tous ces éléments-là sont générés automatiquement et sont déduits de la grammaire. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une validation. C'est-à-dire, maintenant, ma grammaire, elle a certaines choses, mais j'ai une règle à mettre. Par exemple, je vais dire une catégorie, elle est forcément majuscule. Elle commence par une lettre en majuscule. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un validateur ici. Et alors, donc un validateur, c'est une certaine classe. Et le validateur, il travaille sur le modèle EMF qui a été généré. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc vous voyez, c'est très simple. Je mets adresse de check. Donc en paramètre, je vais récupérer quoi? Je vais récupérer une catégorie.
Pourquoi il veut... Oui, parce que là, j'ai un petit problème de syntaxe Java quand même. Donc je l'appelle n'importe comment, ma méthode. Ce qui est important, c'est le check que je vais mettre dedans. Alors je pense qu'il y a un petit problème de content assist. Voilà. Donc là, je vais lui dire, moi je veux valider les objets catégories. Donc, vous voyez, je retrouve mon modèle EMF. Et puis, ben là, je vais faire mon check. Donc, je vais dire if non catégorie point getName. Alors là, je vais faire un charade 0. Sorry. Donc normalement c'est un is uppercase. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais lancer une erreur. Ouais. Voilà. Et puis, ben, j'ai plusieurs façons de le faire. Donc, en fait, je peux soit donner une erreur. Par contre, je peux aussi balancer un code d'erreur et on verra pourquoi. Donc là, par exemple, je vais dire le nom doit commencer par une majuscule. Et après, normalement, le deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle une feature. Non, c'est l'objet. Donc l'objet, ben, c'est ma catégorie. Et après, j'ai une feature. Alors, une feature, c'est quoi? C'est en fait de dire, ben, j'ai une erreur sur cet objet-là. Maintenant, je vais dire sur quel élément de cet élément, puisqu'une catégorie, éventuellement, bon là, il se trouve qu'à la catégorie, elle n'a qu'une seule feature qui s'appelle le nom, mais je peux définir des éléments dans ma grammaire qui ont plusieurs éléments. Donc, il faut que je dise sur quelle feature j'ai l'erreur. Si je ne donne pas la feature, bah, il va dans le document, il va me mettre l'élément complet. Alors, peut-être c'est pas intéressant. Donc là, je vais aller chercher la feature. Donc on le fait avec ça c'est du classique EMF pour ceux qui ont l'habitude, hein, c'est qu'on a en fait une métadescription de tous les objets dans ce qu'on appelle un package. Donc je vais aller chercher le package, c'est instance, et je vais aller chercher get category name, voilà. Et puis derrière, je vais mettre un identifiant de cette erreur-là. Donc je vais mettre capital name. Voilà. Voilà. Alors le seul truc, c'est que la validation, elle n'est pas exécutée. En fait, la validation, elle est exécutée en fait dès que vous modifiez le document. Donc au premier chargement, en fait, elle n'est jamais modifiée. Donc là, j'ai provoqué la validation. Et vous voyez que ici, bah, il m'a validé donc un certain nombre de catégories et il m'a souligné où est-ce que j'avais un problème. Donc si je clique ici, voilà, j'ai une information sur cette erreur. Donc qu'est-ce qu'est la phase supplémentaire? La phase supplémentaire, c'est de dire il faut que je sois capable de proposer une correction. Donc là, on est plus dans la partie interface utilisateur maintenant. Donc c'est dans la partie non, c'est là-dedans. Voilà, j'ai un quick fix provider.
Donc là, le principe, c'est toujours pareil. Vous allez définir une méthode. Et par contre, cette méthode, vous allez dire, ben, elle est censée corriger une erreur. Vous vous rappelez que quand j'ai signalé une erreur, j'ai donné un ID à cette erreur-là. D'accord? Donc ben là, en gros, on va dire, ben, je suis en train de corriger cette erreur-là. Donc je vais aller chercher le code parce que ça ira plus vite. Donc on va reprendre tout ça, puis je vais vous l'expliquer. Voilà, alors bon, il y a des petits problèmes d'import. Je ne le trouve pas là. Ah. C'est à cause de ça. Bon, on va reprendre le code. Pardon? Je sais pas. Contrôle maj O. Contrôle Shift? Non. Voilà, de toute façon on est arrivé au bout. Donc ça je vais le supprimer. Qu'est-ce qu'il me fait? Je suis bon? Ah oui, je suis où? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Encore une erreur là? Nanana. Pourquoi il me l'a pas pris lui? Oh! Il m'a recopié le... Normalement, il devrait me le retrouver celui-là, non? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah ouais, c'est lui qui... Voilà, ça doit être bon là. Alors par contre, c'est juste ça que je veux reprendre. Voilà, c'était celui-là. Hein. Donc ça, c'est l'identifiant de l'erreur que je vais corriger. Qu'est-ce qui me manque? Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais là-dedans? Donc, vous voyez qu'ici, j'ai récupéré une issue. À partir de cette issue, je vais lui dire, je veux récupérer l'objet qui est concerné. Donc, en fait, ça va être mon objet catégorie. Donc, là-dessus, je le casse sur la catégorie. Je vais récupérer le nom. Et puis, je vais modifier dans l'objet catégorie le nom. Donc, je vais lui insérer dans le nom. Et donc, comme l'éditeur, il synchronise à chaque fois le modèle EMF et le document texte va être mis à jour. Le seul souci, c'est que, naturellement, je suis en train de modifier la catégorie. Par contre, elle est référencée par d'autres objets. Donc, il faut aussi que je mette à jour le modèle EMF pour dire, il y a aussi une modification sur les pointeurs. Donc là, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire que je vais dire maintenant, via le modèle EMF,
je, ouais, ouais. Je finis là-dessus et puis après c'est bon. En fait, on va mettre à jour on va rechercher tous les objets dans mon document qui ont une référence sur cet objet catégorie. Et puis là, il y a un petit truc, c'est que je mets la catégorie à nul et je mets la catégorie à catégorie. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, dans EMF, vous avez des listeners sur les propriétés, sur les features. Et naturellement, si c'est le même objet, bah, le listener, il n'est pas appelé. Donc c'est juste pour dire, bah, je force la modification. Bon, voilà, donc là, on a un exemple. Alors si on fait juste un petit test, et puis on finira là-dessus. Vous avez vu qu'en fait, on peut amener des fonctionnalités dans l'éditeur assez simplement grâce à l'abstraction EMF. Voilà. Donc là, j'ai modifié senior et vous avez vu que la catégorie qui était référencée aussi dans senior était faite. Bon, il y avait une partie que j'aurais bien aimé montrer, c'est toute l'intégration avec la partie Java et l'environnement JDT. Ça, c'était pour EasyPack, mais je suis un peu à la bourre. Mais vous voyez qu'on peut comme ça, alors je vous ai montré 2-3 services comme ça, mais il y en a une quantité assez impressionnante. Et on arrive à faire en fait assez simplement des éditeurs assez complets avec cette technologie-là. Alors je voulais juste vous montrer, mais bon, on n'a pas pu en parler. Par contre, ça sera utile pour vous, c'est un certain nombre de liens. Donc Xtext, Xtang qui est le langage, et puis bon, j'aurais aimé parler du EasyPack, mais naturellement ça. Donc tout ce que je vous ai montré là, c'est disponible sur GitHub. Hein, il y a un repository. Et puis il y a un blog aussi qui est assez bien fait, c'est la personne en fait qui est le lead sur le projet Xtext et qui documente en fait qui parle sur un certain nombre de services, comment le faire. Donc c'est assez en termes d'utile. Et une dernière chose, il y a aussi en termes de support, donc il y a un newsgroup sur Eclipse qui est animé par les personnes d'Itemis et qui est assez dynamique. C'est-à-dire quand vous avez une question, un truc que vous ne comprenez pas, vous posez une question et très rapide, généralement dans la journée, vous avez votre réponse. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je suis dispo.